Je vais continuer juste sur la présentation pour ceux qui me connaissent pas. Donc, je suis avocat fiscaliste, donc rattaché au barreau de Paris et j'interviens depuis plus de 20 ans sur des sujets d'expatriation fiscale sur Israël, mais comme sur tous les pays du monde, nous on a des clients dans plus d'une trentaine de pays du monde, ce qui permet d'ailleurs d'avoir une vision très transversale des sujets et pas uniquement entre la France et Israël, parce que beaucoup de sujets dont on va parler aujourd'hui, on les voit, nous, sur des personnes qui partent aussi bien en Europe, en Italie, qu'en, qu'en Asie, qu'aux États-Unis. Donc, voilà. Donc, la volonté aujourd'hui, c'était de faire une présentation d'une sorte de création du guide de l'aléa fiscal, parce que à l'agence juive, on peut vous parler de beaucoup de choses, mais s'il y a bien un sujet qui ne maîtrise absolument pas, c'est la fiscalité. Or, la fiscalité, c'est un enjeu extrêmement important parce que si vous envisagez de faire votre alia, et c'est un sujet que nous, on voit, nous en ce moment, on a 2 à 3 demandes par jour hein, concernant l'alia, mais on a aussi 2 ou 3 demandes par jour concernant des personnes qui veulent partir dans d'autres pays du monde. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui d'expatriation fiscale. Alors c'est un sujet important parce que la fiscalité, ça touche quand même des enjeux financiers. Et qui dit enjeu financier, est-ce que le fait de faire votre alia va être pour vous un gain fiscal ou une perte fiscale? Alors, pour connaître quasiment tous les sujets de l'alia, pour avoir vu passer vraiment des professions réglementées, aux retraités, aux investisseurs, tous ces sujets, je peux vous dire qu'il y a quand même pour beaucoup de personnes, l'alia n'est pas fiscalement une bonne affaire. Pourquoi? Parce que nous, on a une vraie vision à l'euro près et que dans certains cas, c'est pas intéressant. Et d'ailleurs, je voulais vous donner, pour commencer, pour bien vous montrer l'intérêt, c'est l'imposition des revenus fonciers. Si aujourd'hui vous êtes résident, vous allez être imposé en fonction d'un quotient familial. Vous, votre conjoint, éventuellement des enfants, ça va vous créer un certain nombre de parts, et puis vous allez arriver par tranche. Si vous avez du revenu foncier en qualité de non-résident, ça ne fonctionne pas comme ça. Dès le premier euro, vous serez imposé à 37,2%. Et au-dessus, à peu près de 28 000 euros de résultat, vous aurez une imposition à 47,2%. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, mes clients retiennent la non-imposition sur leur retraite. Alors nous, on voit des variations importantes, mais en termes de retraite, quelqu'un qui a plus de 100 000 euros, c'est une excellente retraite. Donc on a en réalité souvent des retraites inférieures à 40 000 euros. Et le fait de ne pas être imposé sur 40 000 euros va pas changer vraiment la donne par rapport au sujet qu'on pourrait avoir sur les revenus fonciers. Donc ça, c'était pour vous démontrer sur un aspect très précis que l'alias, c'est une vision globale. Nous, je vois des personnes en rendez-vous, j'en ai d'ailleurs une juste après notre webinaire, on va qualifier nos clients selon des profils particuliers. Est-ce qu'ils sont retraités, investisseurs ou chefs d'entreprise avec un F et pas un R? Et ce qui va nous amener à avoir des réflexes différents. Maintenant, c'est souvent un mixte, parce que le retraité peut avoir de l'immobilier ou aussi des investissements financiers. L'investisseur, c'est ce qu'on appelle souvent quelqu'un qui n'est plus en activité, mais qui a soit une holding, soit des sociétés soumises à l'IS en France avec des sommes d'argent à l'intérieur. Et puis le chef d'entreprise, c'est celui qui va travailler entre la France et Israël. Alors, on ne parlera pas de celui-ci, puisqu'avec Rachel, on a un webinaire bientôt prévu sur le guide fiscal de l'ALIA pour le chef d'entreprise. Et puis, nous, on va analyser aussi les modalités de départ. Est-ce que c'est un départ définitif? Est-ce que je conserve des attaches en France, une activité professionnelle, un patrimoine, ou bien souvent ce que veulent mes retraités, partager leur temps entre la France et Israël? Et tout ça va avoir des incidences. Alors, autre chose, la fiscalité, c'est un mécanisme complexe.
Euh, je rigole beaucoup lorsque je vois des clients arriver avec une recherche ChatGPT en me disant, bah voilà, c'est ça, mais est-ce que vous pouvez valider? Je leur dis, bah, non seulement je ne vais pas valider, mais vous ne lisez pas la même chose que moi. Vous ne pouvez pas comprendre une convention fiscale si vous ne savez pas comment c'est constitué. Parce que je prends un exemple très pratique et c'est une question qui ressort beaucoup en ce moment. On dit, mais comment on impose les revenus fonciers? Si vous êtes résident fiscal français, en Israël, vous allez avoir une imposition qui va, par un système de crédit d'impôt, annuler l'impôt français. Alors, si vous ne lisez pas tous les paragraphes de la Convention, vous ne pouvez pas le comprendre. Et puis, un autre élément que beaucoup de gens oublient, c'est quand je vends un bien immobilier et que je suis résident fiscal français, la plus-value, Israël, effectivement, la taxe, mais en réalité, vous devez la redéclarer en France sous déduction de l'impôt français. Et ça, c'est quand même une autre histoire, vu l'augmentation de l'immobilier. Donc, il faut toujours avoir une vision très particulière de la fiscalité. C'est pour ça que dans cette introduction, je voulais vous dire, attention, l'aléa n'est pas obligatoirement favorable. Attention, vous êtes tous dans des situations très différentes et alors nous, ça fonctionne beaucoup par le bouche à oreille et on me dit oui, mais mon ami, vous lui avez pas dit ça. Ben oui, mais votre ami, il n'est pas dans la même situation que vous. Ça peut être votre ami, mais il a ni le même patrimoine, ni les mêmes sujets que vous. Et la première chose que nous, on va regarder, qui est essentielle et que personne comprend, c'est la notion de la résidence fiscale. Je n'ai pas un client, alors un client qui aille soit vers Israël, vers Dubaï, le Maroc, l'île Maurice, Hong Kong ou même le Costa Rica, on a fait la semaine dernière, qui me dit pas oui, mais je vais pas passer 180 jours. Ou un chef d'entreprise qui me dit ah oui, mais moi, mon entreprise, elle est en France. En réalité, il faut arrêter de penser à la place des textes. Les textes sont clairs. On a une convention entre la France et Israël qui s'applique. Donc le premier critère, c'est le foyer d'habitation permanent. Si vous conservez un foyer d'habitation permanent en France, alors c'est quoi un foyer d'habitation? C'est un lieu de séjour régulier ou même permanent où vous allez pouvoir vous loger, soit en qualité de propriétaire, de locataire ou même occupant sans titre. Par définition, si vous faites votre aléa, vous allez en avoir un en Israël. Si vous en conservez un en France, il faut passer au critère numéro 2, qui est celui du centre des intérêts vitaux. Qui est quoi en réalité le centre des intérêts vitaux? C'est le centre de vos revenus. Donc, si vous êtes à la retraite, eh ben, on va regarder vos retraites. Si vous êtes un chef d'entreprise, d'où viennent vos dividendes? Et sur le deuxième critère, honnêtement, quand on a passé toute sa vie en France, il y a quand même un vrai sujet, quels que soient nos clients. Ça veut dire que si vous conservez un foyer d'habitation en France, vous êtes en risque. Alors, quand je dis ça, effectivement, ça peut ne pas plaire à certains clients. Ils me disent, on va pas me trouver. Je leur dis, on peut ne pas vous trouver, mais moi, mon rôle, c'est de vous expliquer le droit, comment ça se traite. Euh, voilà, mais il y a une réalité. Le premier critère, c'est le foyer d'habitation. Le troisième, c'est le séjour de façon habituelle. Le fameux 180 jours, qui en réalité n'est pas 180 jours. Et vous voyez que celui-ci, on l'utilise jamais. Jamais parce que soit on l'utilise pour dire que vous avez passé tellement de temps en France que vous avez un foyer d'habitation permanent caché, mais on n'arrive jamais au troisième critère. Les décisions de jurisprudence sont à plus de 95% sur ces deux premiers critères. Et cette définition qui apparaît dans l'article 4, elle est commune quand même à beaucoup de conventions signées par la France. Donc, selon l'importance du patrimoine, des revenus, que va faire la famille, effectivement, il y a un sujet sur le foyer d'habitation permanent. Donc, on doit se poser premièrement cette question-là. Alors après, dans le secret des consultations qu'on rend à nos clients, on explique ce qu'il faut faire ou pas faire. Là, je vous explique le droit. Et ça, c'est le premier réflexe. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable
que de vivre en Israël et de se refaire qualifier comme résident fiscaux français. Et moi, j'ai des sujets aujourd'hui devant les tribunaux français où des clients ont été poursuivis. Alors, c'est pas des clients que j'ai fait partir, et moi, j'ai jamais eu de remise en cause de résidence fiscale pour mes clients, mais je récupère des dossiers parce qu'en réalité, c'est tellement complexe que honnêtement, quand on veut sécuriser un départ de France, aujourd'hui en France, vous avez moins d'une vingtaine de cabinets fiscalistes qui sont capables de vous aider. Alors, quelle que soit d'ailleurs leur religion, hein, puisque on se parle relativement souvent et on échange. Mais voilà, le nerf de la guerre, c'est ça. Donc après, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder deux points. Alors pourquoi je vous parle de la résidence principale et de l'exit tax? Parce que lorsque nos clients s'expatrient, nous, on regarde, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on va regarder leur profil et puis on va regarder leur destination. Nous avons trois catégories de destination. Et vous allez voir pourquoi Israël est un peu particulier. Euh, Première destination, l'Europe. Quand vous partez en Europe, c'est la même chose que si vous déménagiez de Paris à Marseille, à Cannes ou à Biarritz. Vous n'avez pas de différence. Donc, notamment sur la vente de la résidence principale, vous allez avoir des sujets similaires. Et vous allez traiter comme un Français serait traité. Puis vous avez les pays, plutôt rares, qui ont signé avec la France une convention en matière de recouvrement d'impôts. Alors attention, parce que quand on parle de recouvrement d'impôts, c'est un vrai recouvrement d'impôts. C'est-à-dire la possibilité pour la France de demander à l'État avec qui elle a signé la convention d'aller percevoir l'impôt en son nom. Contre-exemple, la France a signé avec la Suisse une convention en matière de recouvrement d'impôts, mais elle ne permet pas d'aller chercher les fonds. Donc, la Suisse n'est pas dans cette deuxième destination. Dans la mesure où la France assure le recouvrement de son impôt, c'est comme si vous partiez en Europe. Pays fréquent, Maroc, île Maurice. Et puis on a la troisième destination, tout ce qui est hors Europe et hors convention fiscale en matière de recouvrement. C'est quasiment tout le reste des pays, notamment les Émirats arabes unis et Israël. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le jour où vous posez le pied en Israël, vous vous dites à l'administration fiscale, je suis résident fiscal israélien, vous allez perdre votre abattement résidence principale. Et donc, le sujet que je vois aujourd'hui, moi, chez mes clients, mais je l'ai encore eu hier sur un nouveau dossier, où des clients ayant des plus-values latentes importantes sur leur résidence principale sont obligés d'attendre la cession de leur résidence principale avant de partir. Si vous partez et vous vendez après, vous aurez une plus-value classique en fonction de votre durée de détention. Et si vous ne détenez pas votre résidence principale depuis plus de 30 ans, vous aurez une plus-value. Et elle n'est pas neutre. Donc ça, c'est le premier sujet. Et la deuxième chose qui a impacté, c'est l'exit tax. Alors, on ne va pas détailler, mais juste pour expliquer que dans la mesure où Israël fait partie du troisième groupe, il est nécessaire de déposer un dossier 3 mois avant de partir. Ce qui explique qu'aujourd'hui, 9 septembre, nous, on gère quasiment depuis le mois de juillet tous les départs de France de nos clients qui veulent partir en 2025 vers les pays de troisième destination, notamment Israël. Parce que après le 30 septembre, je serai incapable, alors on peut avoir des dérogations, mais le sujet est plutôt mal vu, de faire partir quelqu'un qui est soumis à l'exit tax, qui n'a pas déposé un dossier 3 mois avant de partir. Donc deux préalables quand même importants. Je le vois hein, notamment sur Israël. Moi, je suis contacté par des gens qui sont partout en France. Il y a certaines zones, des communautés en province où j'ai des clients depuis quasiment un an, ils n'arrivent pas à vendre des résidences principale parce que le marché est baissier, parce que les ventes étaient plutôt au sein de la communauté. Il y a certaines villes en banlieue parisienne où les clients sont vraiment scotchés. Donc, si vous avez une plus-value, dans un rétro-planning que l'on fait avec nos clients, on attend d'abord de vendre le bien. Après, on va se poser de la question de la fiscalité. Alors, il y a de grands principes, là, je vous ai mis les principes essentiels. Revenu immobilier français
imposition en France. Comme je vous ai dit, alors, ça concerne aussi bien les revenus fonciers que les LMNP, donc loueur meublé non professionnel, que le loueur meublé professionnel. Dividendes, on a une imposition en France de la retenue à la source qui est de 12,8%, mais contractuellement dans la Convention à 15%. Le droit interne français prévoyant une imposition de 12,8 dans la flat tax, ben on applique le taux le plus bas. Ça veut dire que si ce taux augmente à 20%, vous, quoi qu'il advienne, vous serez toujours baqué à 15%. Retraites publiques, elles sont imposables en France avec un système de retenue à la source et ça signifie à contrario que les retraites privées ne sont pas imposables en France, elles sont imposables dans le pays de résidence fiscale, donc Israël. Et donc, avec le régime de l'ALIA, pendant 10 ans, vous n'aurez pas ces sujets. Concernant les plus-values mobilières, on a le sujet de l'exit tax, mais après avoir le sujet de l'exit tax, si vous détenez 10% d'une société non familiale, donc c'est-à-dire plus de 10% ou plus de 25% d'une société familiale, la fiscalité des plus-values mobilières restera en France. Donc, si vous avez 5% d'une société euh, non familiale, vous vous rendrez compte que pendant 10 ans, votre plus-value, elle sera imposable ni en France ni en Israël. Ça, c'est un vrai sujet d'optimisation fiscale. Mais faut-il encore être sorti ou ne pas être rentré du système de l'exit tax? Voilà pour les grandes catégories d'imposition. Alors, vous avez aussi les salaires qui sont obligatoirement imposables en France, sauf que dans le cas d'Israël, moi, et d'ailleurs dans tous les cas, moi, je déconseille à mes clients non résidents d'avoir des salaires de source française. Pourquoi? Parce que le salaire est soumis à charge sociale. Or, un non-résident n'a pas le droit à la sécurité sociale française, donc vous cotisez pour rien, sauf pour la retraite. Et puis surtout, vous êtes imposé en fonction d'un barème, alors pas tout à fait identique à celui des revenus immobiliers, mais un barème individuel qui tient plus compte du foyer fiscal et sur lequel vous pouvez ni imputer de réduction, ni de déduction d'impôts. Donc, très important de comprendre ça. Et c'est pour ça que nous, il est important, et la première chose par laquelle on commence lorsque on nous explique, on nous fait un mail pour nous dire, je voudrais que vous nous assistiez, on leur dit, bah, il faut qu'on se pose 1 heure et que vous nous expliquiez votre situation. Et votre situation, on va rentrer dans tous les détails, y compris sur vos placements financiers. Parce que vos placements financiers, certains sont interdits aux non-résidents. Et même s'ils sont autorisés, nous, on refuse que nos clients qui quittent la France, et c'est pas uniquement à destination d'Israël, hein, conservent un patrimoine mobilier placé en France. Il n'y a aucune logique de partir de France et de conserver en France des placements. Parce que ça peut être considéré comme un élément de la résidence fiscale. Autre élément, quand vous partez de France, bah, vous avez encore des déclarations fiscales à faire. Vous avez à gérer le prélèvement à la source si vous êtes retraité. Alors ça, c'est un peu complexe, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on doit gérer, nous, les compagnies, les caisses de retraite une à une. Pourquoi? Parce que si vous partez aujourd'hui 9 septembre, vos caisses de retraite, elles vont pas arrêter de vous prélever. Et certains de mes clients que je vois dans ce webinaire connaissent très bien les sujets puisqu'ils l'ont vécu souvent avec nous. Ça met entre 3 et 6 mois avant d'être arrêté. Et surtout, il faut demander le remboursement à l'administration fiscale sur les sommes qui ont été indûment perçues. Il faut prévoir une double déclaration un peu compliquée au titre de l'année de départ de France. Et là, par exemple, on est au mois de septembre. Quasiment tous nos clients résidents fiscaux français ont reçu leur avis d'imposition. Les clients qu'on a fait partir l'an dernier, plus de 80% n'ont pas encore reçu les avis. Il faut savoir que l'année de départ de France, les avis sont émis quand même avec un certain retard puisque votre dossier va être transféré de votre centre des impôts où vous résidez aujourd'hui, où vous résidiez au moment où vous étiez en France, au centre des non-résidents.
Et il ne faut pas oublier, même la dernière année, sinon on peut avoir quelques surprises, de faire la déclaration des comptes bancaires détenus à l'étranger. Tout à l'heure, je vous expliquais les différentes impositions et je vous disais, on ne place pas son argent en France. On ne place pas son argent en France aussi pour des raisons patrimoniales liées à des successions ou donations. Et c'est le dernier point que je voudrais aborder avec vous. C'est extrêmement important. Alors nous, on a tout un process parce que mes clients qui partent en Israël, on va leur faire souvent signer un testament par l'intermédiaire d'un avocat israélien et nous, on vérifiera et on optimisera ce testament. Alors, c'est pas spécifique à Israël, mais chaque destination a ses spécificités. Par exemple, sur Israël, c'est quasiment automatique qu'on demande à nos clients de signer un testament. Sur le Portugal, par exemple, nos clients, vu le droit civil portugais, on refuse qu'ils signent un testament de droit portugais. Donc, c'est quoi la logique des successions et donations avec la France? Il n'y a pas de convention fiscale en matière de donation et succession entre la France et Israël. Or, ça n'a rien d'exceptionnel. La France en signe très peu. 130 conventions en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur la fortune signées par la France, 30 conventions signées en matière de donation-succession. Pourquoi? Parce que la France veut appliquer les dispositions de l'article 750 ter du Code général des impôts, qui ratisse très large. Donc, vous pourriez faire votre allié avec vos enfants, tout le monde vit en Israël, au moment d'une succession. Si vous avez des biens en France, vous aurez une succession française. Et quand je parle de biens en France, c'est des biens immobiliers, un compte bancaire. Donc, que vous ayez 30, 50 000 euros, peut-être plus, sur votre compte bancaire, soit à la limite, mais si vous montez plus et qu'au moment d'un décès, je constate que vous avez 600, 700 000 parce que vous vouliez protéger un peu votre argent, eh ben, vous allez faire payer à vos enfants des droits de succession. Donc ça s'analyse. Et y compris, ça s'analyse au niveau des parts sociales. Donc, très important de bien réfléchir, bien jauger ce qui doit être fait ou pas. Euh, voilà. Alors, je vais répondre aux questions que j'ai vues apparaître au fur et à mesure pour pouvoir compléter un peu ça. J'ai une question concernant la CSG-CRDS. On me dit, mais en Europe, il n'y a pas de prélèvement. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est que, effectivement, dans les 37,2% d'imposition, il y a 20% d'impôt sur le revenu et 17,2% de contribution sociale. Si vous êtes en Europe, si vous allez en Europe, il faut démontrer que vous bénéficiez d'un régime de sécurité sociale pour pouvoir ne pas être imposé sur les 17,2%. Et les résidents, non-résidents, non-européens, donc qui résident en dehors de l'Europe, eux, ont obligatoirement les contributions sociales. Ça a été débattu devant les tribunaux aujourd'hui, c'est même plus un sujet. Mais c'est une spécificité, c'était François Hollande qui l'avait rétabli sur les revenus fonciers. Il faut savoir, par exemple, sur les contrats d'assurance vie, vous ne l'avez pas pour des non-résidents. Donc, lorsque nous, on voit des contrats d'assurance vie détenus par des clients et qu'on souhaite leur faire fermer, pour des raisons que je ne développerai pas ici, euh, on leur dit toujours, faut jamais fermer un contrat d'assurance vie avant de partir, il faut le fermer après être parti. Autre élément, on a Alain qui nous dit, j'ai vu que le fisc a demandé le fichier FICOBA. Alors, effectivement, on a eu cette surprise, nous, de voir que certains de nos clients, d'ailleurs pas uniquement à destination d'Israël, puisqu'on l'a vu sur la destination, on a vu sur Hong Kong, Madagascar, les États-Unis, des clients dont la France leur a dit, je demande le fichier FICOBA. Alors, fichier FICOBA de la Banque de France, c'est quoi? C'est un fichier qui recense toutes les ouvertures et fermetures de vos comptes bancaires français. Bon, jusque-là, ils ont le droit de le demander. Après, tout dépend ce qu'ils souhaitent en faire. Euh, Ce fichier est rarement à jour. Pourquoi? Parce que les banques, pour des raisons
marketing aime bien donner un nombre beaucoup plus important de comptes ouverts que de comptes fermés ou à zéro. Donc, on a obligatoirement les ouvertures et puis les fermetures, les banques souvent oublient. Euh, Est-ce que c'est pour tenter une requalification après avoir regardé le fichier Ficoba? Moi, je demande de toutes les manières à mes clients de conserver très peu de comptes bancaires en France. Donc, aujourd'hui, quasiment sur tous nos départs de France, on demande la copie des relevés bancaires et des comptes pour voir ce qu'on va fermer. Je n'ai que ma retraite privée CNAV et Agir Carco. Bah, vous serez non imposable en France, Fabien, sur vos retraites, mais faut-il encore faire tout le formalisme de l'arrêt des prélèvements? Et après, vous n'aurez pas d'autres éléments. Mais ça veut dire que dans votre cas, et moi j'ai un dossier contentieux sur ça, où sans aucune explication, on se dit pourquoi la France est venue attaquer un si petit patrimoine, mes clients ont quoi? Ont plus de biens, ont un bien immobilier en France, un bien immobilier en Israël et une retraite française. Donc analyse de la résidence fiscale, un foyer d'habitation permanent dans les deux pays, je passe au deuxième critère, la retraite. La retraite est française, ils considèrent qu'ils sont résidents fiscaux français. En matière des plus-values ou de dividendes, OK pour l'imposition, quid des 17,2 de contribution sociale? Alors, il faut bien comprendre que les termes qu'on utilise en fiscalité internationale sont différents de ce qu'on utilise, nous, en fiscalité française. Donc souvent, lorsque j'ai des personnes, je leur dis, oubliez tout ce que vous avez appris en fiscalité, parce que là, on va parler de choses totalement différentes. En matière d'imposition avec des non-résidents, on parle plutôt de retenue à la source. C'est-à-dire que lorsque vous avez des dividendes ou des valeurs mobilières, on a un mécanisme d'imposition qui est prévu par la loi. Il n'y a pas de contribution sociale normalement sur les ventes de valeurs mobilières, sauf si vous êtes dans la période de l'exit tax. Donc, il faut regarder la valo de votre société. Est-ce que je fais une déclaration d'exit tax ou pas? Alors, malheureusement, ceux qui n'en font pas, nous, on commence à récupérer des dossiers sur des personnes qui n'ont pas fait de déclaration d'exit tax et qui ont été attrapées par le fisc et qui leur disent, bah, vous n'avez pas demandé un sursis, donc il faut nous le payer immédiatement. Et c'est plutôt un peu la catastrophe dans ce cas-là. Donc, il n'y a pas de contribution sociale dans la convention entre la France et Israël sur la vente de valeurs mobilières. Que doit-on faire au niveau déclaratif? Alors, c'est un peu compliqué parce que effectivement, la loi dit, au plus tard, vous allez déclarer dans la déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année de départ de France que vous transférez votre domicile. Nous, on le fait beaucoup avant, parce qu'imaginez que vous décidiez de partir en mars 2026, votre déclaration d'impôt, elle va être quasiment 14 mois après, et votre avis d'imposition quasiment 18 mois après. Or, on a besoin de conserver des éléments. Ben, si vous avez les deux, en termes de retraite publique et retraite privée, ben, on doit déclarer la retraite publique, alors même pour quelques milliers d'euros. Ça va pas vous coûter d'argent parce que généralement, nous, on voit, on a pas mal de médecins qui ont des toutes petites retraites publiques et ils n'ont pas d'imposition. Pour être imposé sur une retraite publique, il faut gagner quasiment plus de 14 000 euros sur l'année. Alors, généralement, c'est des personnes qui ont eu qu'un temps un patrimoine, du moins une activité publique. Si je veux m'assurer des rentes en Israël tout en conservant une sécurité sociale en France, est-il intéressant de basculer le LMNP en LMP? Alors attention parce que là, vous risquez le le grand chambardement. Il faut vraiment toucher, mais alors faire très attention sur les notions de LMNP et surtout de LMP lorsqu'on est non-résident. Donc, je rappelle que pour conserver une sécurité sociale française, bah, et si vous êtes non-résident, bah, il faut être soit retraité,
et avoir cotisé plus de 15 ans en France, soit passer par une retraite privée, ce qu'on appelle la Caisse des Français de l'étranger, la CFE. Mais il sert à rien de passer sur un régime LMNP à LMP. Voilà. À partir du moment où vous avez de toute façon cotisé au moins 15 ans en France et que vous êtes à la retraite, il n'y a pas de sujet, votre retraite, votre sécurité sociale, vous l'avez normalement. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Rachel, je te redonne la parole. Ok, merci Ce Georges. que je veux en synthèse, c'est parce qu'Israël est une destination un peu compliquée. Pourquoi compliquée? Parce que moi, je vois des gens arriver et qui viennent et qui me disent, oui, mais mon ami m'a dit ça ou tel ou tel. Et en réalité, déjà qu'il y a beaucoup de confusion en fiscalité classique, en fiscalité de l'expatriation, on peut souvent avoir des déconvenus et on ne traite jamais de la même manière un retraité, quelqu'un qui va conserver une activité en France, quelqu'un qui a des placements financiers en France. Donc, il faut vraiment faire très attention. L'expatriation fiscale, l'alias, c'est un changement de vie, hein, mais je le dis pour tous mes clients qu'ils aillent en Italie, en Israël ou en Australie. Vous avez coupé les liens avec un pays et coupé les liens fiscaux et au niveau social, puisque nous, on fait très attention au social, hein. Moi, j'ai 100% de mes clients qui me posent des questions en matière de couverture sociale parce que ils veulent pouvoir avoir une protection en se disant, au fait, si je veux avoir un avis français ou me faire soigner en France, comment je me protège? Donc, toutes ces personnes-là, ça nécessite quand même de regarder tout en détail. Et dites-vous bien une chose, au 1er janvier 2025, alors qu'on n'avait pas de gouvernement et que la loi finance est passée à l'arrache, il y a quand même une disposition importante qui a été votée. C'est en cas de fraude et donc de non déclaration de non-reconnaissance de résidence fiscale à l'étranger, la prescription, elle passe de 3 ans à 10 ans. Donc si la France l'a fait, et puis nous on le voit, hein, de toute façon, parce que tous nos interlocuteurs, demain matin j'ai rendez-vous avec le directeur du service des non-résidents, tous nos interlocuteurs nous disent, attention, on contrôle de plus en plus et l'informatique est là pour les aider. Au même titre qu'on m'expliquait il y a un peu moins de 10 ans, vous verrez, ils trouveront jamais mon compte bancaire en Israël, bah, ils ont toutes les informations et hyper facilement. Donc voilà, c'est pas compliqué de s'organiser, mais il faut vraiment faire attention à tous les sujets.